Bienvenue à votre temps d'information sur NTV+, à présent le sommaire. Côte d'Ivoire, le chef de l'État a participé aux festivités marquant le 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Côte d'Ivoire, célébration officielle de la journée mondiale des malades de la lèpre à Dimoko. Enfin, Éthiopie et 100 milliards de dollars de revenus à générer via les startups d'ici 2033. Retour sur cette information importante des activités du chef d'État ivoirien dans cette édition. Le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé ce mardi 5 mars à Abidjan après avoir été à Koumassi au Ghana pour prendre part en qualité d'invité d'honneur aux festivités marquant le 67e anniversaire de l'indépendance de ce pays aux côtés de son homologue Nana Akufo-Addo. Le Ghana indépendant a 67 ans. Les festivités officielles se tiennent dans la ville de Koforidua, située à l'est du Ghana. Invité d'honneur de cette célébration, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À son arrivée sur les lieux, le chef de l'État reçoit les honneurs dus à son rang avant de s'installer à la loge officielle. Peu après, c'est au tour de son hôte, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, de faire son entrée dans le stade de Koforidua, entrée marquée par un tour d'honneur. And if you just joined us, this is the 67th Independence Day Anniversary Parade being celebrated under the theme Democracy and Pride. Dans son allocution, Nana Akufo-Addo fait une mention spéciale à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qu'il remercie d'avoir honoré son invitation. Quant au président Alassane Ouattara, il salue l'excellente qualité des relations bilatérales entre son pays et le Ghana, des liens qu'il juge historiques et fraternels avec le peuple ghanéen. I also want to thank Ghana for your contribution. Je voudrais aussi remercier le Ghana pour sa contribution à la réussite de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est tenue du 13 janvier au 11 février dernier en Côte d'Ivoire. Hier, le match entre l'ASEC Mimosa et la Santé Kotoko a été une autre célébration fraternelle de l'amitié et de la solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pour ce qui est du contenu de la cérémonie, elle a été marquée par un défilé des forces vives du pays. Parmi les couches représentées, la communauté ivoirienne vivant au Ghana qui a tenu à se distinguer avec le tube en vogue du moment. Autre temps fort de cette cérémonie, le défilé militaire qui aura révélé une esquisse de la puissance de feu des forces de défense et de sécurité ghanéennes. À l'issue de cette célébration, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce mercredi après-midi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République Tiemoko Meïlie Koné, le premier ministre Robert Begré-Mambé, ainsi que des membres du gouvernement. La reine Mathilde de Belgique, après un déplacement de travail de 3 jours en Côte d'Ivoire, en sa qualité de défenseuse des objectifs de développement durable des Nations Unies, a exploré une plantation de cacao dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région d'Inawa. La reine de la Belgique dans une plantation de cacao dans la région de la Nawa. Une visite pour s'imprégner des réalités dans le processus de production du cacao, dans le cadre des objectifs de développement durable. Je pense que la visite d'aujourd'hui va permettre à la reine de s'assurer que les efforts de la Côte d'Ivoire pour adresser ces questions sont des efforts réels, parce qu'elle va s'adresser aux acteurs du terrain qui auront l'opportunité de lui expliquer l'encadrement que l'État apporte aux cacaoculteurs. Effectivement, les producteurs ont expliqué à la reine Mathilde les conditions de production du cacao ivoirien, avec plusieurs étapes, dont celle de cabossage et de séchage. Je disais à la reine que pour écabosser le cacao, on prend le bois ou bien le matériel qu'on a présenté pour ne pas blesser les fèves. Et après l'écabossage, on transporte le cacao au four. Après la fermentation, le 7e jour, on transporte le cacao, on le fait sécher sur les claies. Tous sont unanimes. Les pires formes de travail des enfants n'existent pas dans le processus. La Côte d'Ivoire est dans un débat avec ses partenaires. Nous sommes le plus gros producteur mondial de cacao.
Et la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir donc adresser les préoccupations qui sont celles des pays développés sur la question du cacao, à savoir la question de la déforestation, à savoir la question du travail des enfants. La Côte d'Ivoire elle-même, elle veut rendre son cacao plus durable et cette stratégie, elle nous parle de durabilité environnementale, donc arrêter la déforestation, de durabilité sociale, donc là aussi le travail des enfants est inclus dans cette stratégie nationale, et une durabilité économique, c'est-à-dire avoir un prix juste, un prix décent pour les producteurs. Donc nous sommes complètement en phase et je dois dire que la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui sont pour le moment vraiment les mieux préparés à ce règlement parce qu'eux-mêmes, ils veulent faire avancer la durabilité dans ce secteur. La reine de la Belgique a désormais de la matière brute pour défendre davantage la Côte d'Ivoire dans l'Union européenne et dans le monde entier. Selon les statistiques, on dépiste en Côte d'Ivoire plus d'un quart de lèpre chaque jour et tous les 3 jours, on enregistre un Ivoirien infirme à vie à cause de cette maladie invalidante. Pendant la célébration de la journée mondiale des malades de la lèpre à Dimbokro, les personnes affectées de la lèpre ont été sensibilisées par des acteurs des ONG dans le but d'éradiquer cette maladie. La lèpre, maladie invalidante, continue de marquer sa présence en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 400 cas enregistrés. La lèpre existe encore. Pratiquement chaque année, dans la quasi-totalité des districts sanitaires, nous dépistons en moyenne 500 nouveaux cas de lèpre. À l'occasion de la célébration de la 71e journée mondiale des malades de la lèpre à Dimbokro, les personnes impactées refusent d'être stigmatisées davantage. Nous voudrons être impliqués dans leur programme d'activité envers les personnes affectées par les maladies tropicales négligées, car nous disons, rien de ce qui nous concerne ne peut se faire sans nous. Vaincre la lèpre est à notre portée. Ayons la volonté de le faire. Est le thème de cette 71e édition. Pour Diakité Cotijan, président de l'association ivoirienne Raoul Folro, les acteurs ne doivent pas baisser les bras. Nous croyons aussi, nous membres de l'association ivoirienne Raoul Folro, que l'atteinte de l'objectif zéro lèpre à l'horizon 2030 est possible si nous y mettons tous de la volonté, de la bonne volonté. Pour parvenir à l'éradication de la lèpre, la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur le dépistage précoce et la sensibilisation. Une campagne de dépistage actif intégrée s'est déroulée du 5 au 11 février 2024 dans les districts sanitaires de Béoumi, de Kounaïri, d'Abakala, d'Anané, Botro et Korogo 1, avec l'appui financier de l'OMS et de la Fondation Raoul Folero. Cette campagne a permis d'examiner 15 000 personnes, parmi lesquelles, malheureusement, 27 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés. Cette stratégie nationale va bénéficier de l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé. Les victoires obtenues sur des maladies tropicales négligées traduisent une belle synergie d'action entre, d'une part, l'OMS qui a accompli de grands progrès et d'autre part, les partenaires et gouvernements qui ont engagé d'énormes moyens pour soutenir cette lutte. Parrain de la cérémonie, Adama Koulibaly, ministre du Budget et maire de Dimbokro, a délivré 3 messages à l'endroit des acteurs de la lutte contre la lèpre. Zéro lèpre à l'horizon 2030. C'est possible. Cela passe par la conjugaison des efforts, la mutualisation des efforts de tous, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, mais également les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile. Méconnue du grand public et souvent associée à une maladie du passé, la lèpre est considérée comme la maladie de la pauvreté, de l'ignorance et de la honte. Au forum régional des parlementaires qui s'est tenu à Yaoundé, la question du paludisme était au centre des discussions. Il était question pour les leaders d'opinion de discuter de financement des États dans le domaine de la santé dans la lutte contre le paludisme. L'Afrique est la région du monde la plus touchée par le paludisme.
Selon des estimations de l'OMS, le continent compte 94% des cas dans le monde en 2022. 12 pays, dont 11 en Afrique, concentrent 70% des cas et 73% des décès dus au paludisme, soit environ 171 millions de cas pour 446 000 décès enregistrés. Ces chiffres sont révélateurs de la nécessité de renforcer des stratégies en faveur de la lutte contre cette maladie infectieuse. L'une d'elles consiste à actionner l'application de la décision relative à une hausse du financement de la santé à 15% du budget des États africains. Malgré la mesure adoptée en 2001 par l'Union africaine, le financement de la santé reste actuellement autour des 10%. Pour actionner la mise en exécution de ces décisions, les acteurs de la société civile et les parlementaires mènent des réflexions à Yaoundé à l'effet d'aboutir à une multisectorialité de la lutte contre le paludisme. De s'assurer que nous avons leur appui en tant que représentants de communautés dans la lutte contre le paludisme dans les différents pays respectifs d'où ils viennent. Ils sont impliqués dans la mobilisation des fonds, dans l'allocation des budgets consistants au secteur de la santé et bien entendu au paludisme. Ils sont aussi impliqués dans la redevabilité de l'action gouvernementale pour s'assurer que les programmes de santé financés par les fonds domestiques, mais aussi les fonds des partenaires, sont mis en œuvre à temps et correctement. Il s'agit à travers ce forum de créer une synergie régionale pour améliorer le financement de la santé sur le continent et infléchir la courbe des décès dus au paludisme par une prise en charge plus significative. Il s'agit entre autres de la gratuité des soins et des moustiquaires imprégnés qui à nos jours demeurent le meilleur moyen de prévention contre le paludisme. En tant que parlementaires, que nous arrivions vraiment à faire de telle sorte que les engagements pris par souvent l'exécutif puissent être vraiment respectés dans les cadres budgétaires et que nous, au niveau budgétaire, nous essayons d'accroître la mobilisation des ressources, surtout au niveau domestique, afin de lutter vraiment contre ce fléau. Réduire le paludisme dans les pays les plus touchés par la maladie, c'est le thème autour duquel experts en santé publique, chercheurs, représentants d'organisations internationales et leaders de la société civile vont mener des réflexions qui devraient déboucher sur la déclaration de Yaoundé. L'Égypte voit sa monnaie chuter au plus grand désarroi de sa population. Ainsi, le FMI, le Fonds monétaire international, a octroyé un prêt à l'Égypte. C'est ce mercredi que le Premier ministre égyptien Mustafa Al-Mabboudi a annoncé aux côtés du gouverneur de la Banque centrale et de la patronne de la délégation du FMI en Égypte la rallonge qui porte la totalité du prêt à 8 milliards de dollars. L'Égypte a laissé flotter le cours de sa monnaie mercredi. À la suite de cette annonce, la livre égyptienne a commencé à flotter et en quelques heures a perdu plus de 60% de sa valeur par rapport au dollar. À la fin de la journée, les banques commerciales négociaient la monnaie américaine à plus de 50 livres pour $1 contre 31 livres environ. Le dollar est maintenant disponible à la banque pour 45 livres. C'est mieux que son cours au marché noir qui est de 70 à 75 livres. À l'approche du Ramadan, si Dieu le veut, les prix baisseront de manière significative. La hausse du taux d'intérêt est, je l'espère, un bon signe. L'important est que les prix baissent légèrement et que la situation s'améliore. Tout le monde espère un marché plus calme. L'Égypte a également annoncé un accord avec le Fonds monétaire international pour augmenter son prêt de sauvetage de 3 à 8 millions de dollars. Le gouvernement est-il plus fort ou les commerçants sont-ils plus forts? On le saura dans les prochains jours. D'autant plus que les commerçants affirment qu'ils ont acheté des biens lorsque le taux de change du dollar était de 60 à 70 livres sur le marché noir et qu'ils ne peuvent pas baisser les prix des biens et subir des pertes. Au bout de 2 ou 3 mois, on craint que les dollars soient épuisés. Le plus fort dominera la fixation des prix au cours de la période à venir. Ces mesures annoncées par la Banque centrale d'Égypte mercredi faisaient partie des principales exigences du FMI pour augmenter son prêt de sauvetage que les deux parties ont accepté en 2022. Le Fonds monétaire international sera-t-il satisfait de ces politiques? Oui, bien sûr. Si vous répondez à leurs attentes, est-il possible pour le FMI d'offrir à l'Égypte davantage de subventions et de prêts sur une période plus longue et pour des montants plus importants? Je pense que oui. L'introduction en bourse de la livre égyptienne combinée à une forte augmentation du taux d'intérêt principal vise à lutter contre les vagues inflationnistes et à attirer les investissements étrangers.
Nous reparlons dans cette édition de l'Africa Business Forum 2024 qui s'était déroulé à Addis Abeba en Éthiopie. À ce rendez-vous, les startups africaines ont pris part à cet événement qui a pour but d'instaurer un dialogue entre le secteur privé et le secteur public afin d'activer les investissements. Le secteur prometteur a été estimé à 100 milliards de dollars américains d'ici 2023. Notre expérience. L'édition 2024 de l'Africa Business Forum a impulsé, comme les éditions précédentes, une dynamique positive pour les partenariats avec le secteur privé afin d'accélérer les investissements dans l'éducation, la science, la technologie et l'innovation. Avec le partenariat conclu avec Google, la communauté économique africaine compte voir relever l'accès à Internet sur le continent où 63% de la population en est encore dépourvue. Avec Google, la CEA compte atteindre l'objectif de permettre à 1 million de startups de réaliser 100 milliards de dollars américains de revenus d'ici à 2033. Un projet qui doit permettre au continent de réaliser une transformation économique profonde. L'innovation est nécessaire à la création d'emplois, à l'augmentation de la productivité et à la compétitivité du logement. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique contribuent à relever certains défis sociaux et économiques auxquels sont confrontés nombre de nos pays. L'Africa Business Forum 2024, organisé sur le thème « Stimuler la transformation de l'Afrique par l'éducation, la science, la technologie et l'innovation », a servi de foyer de discussion sur le pouvoir transformateur de la technologie et de l'innovation pour l'avenir du continent. L'éducation est le véritable outil de développement et pour nous aujourd'hui, l'investissement du secteur privé dans l'éducation est crucial. Mais pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs facteurs. Nous avons besoin d'un environnement favorable de l'implication des gouvernements pour inciter le secteur privé à investir dans l'éducation. Le monde a changé et le monde est en train de changer. Il faut passer au numérique et il n'est pas possible que les Africains soient laissés pour compte. Tout va bien. Il est temps maintenant de créer des bonnes infrastructures. En étant ici au sommet des entreprises africaines, nous avons constaté que certains pays se sont déjà engagés sur la manière dont ils peuvent utiliser les renseignements et les rendre plus efficaces. La nécessité d'une réforme à l'éducation à travers l'Afrique a également été au cœur des discussions en soulignant l'importance d'une inclusivité à l'ère du numérique. La CEA et Google comptent perfectionner à partir de 2024 plus de 5000 jeunes étudiants africains et 200 enseignants en informatique et en robotique. Selon les données d'institutions internationales comme la Boston Consulting Group, d'ici à 2030, 650 millions d'Africains devraient être formés aux compétences du numérique pour que le continent tire le plus grand bénéfice du boom numérique. Régulièrement visée par des attaques sur ses systèmes informatiques, la Pologne s'est récemment dotée d'une cyberarmée pour se défendre. En effet, la Pologne est en lice du classement mondial NCSI pour la lutte contre la cybercriminalité. Régulièrement visée par des attaques sur ses systèmes informatiques, la Pologne s'est récemment dotée d'une cyberarmée pour se défendre. Depuis, le pays se place en tête du classement mondial sur la cybersécurité. Nasze analizy i informacje, które otrzymujemy od naszych sojuszników i partnerów wskazują, że Polska, jeżeli chodzi o jeden z typów ataków, ataki DDoS, jest jednym z najbardziej atakowanych krajów na świecie. Okresowo nawet znajduje się na szczycie tego zestawienia. En août 2023, le réseau de communication des chemins de fer polonais a été la cible d'une attaque informatique qui a mis à l'arrêt une vingtaine de trains pendant plusieurs heures. Selon des experts, la majorité de ces cyberattaques proviennent de Russie. Urząd Transportu Kolejowego, czyli instytucja zajmująca się sprawami regulacyjnymi w transporcie kolejowym w Polsce, dziennie jest atakowana 2000 razy. Rosjanie tak naprawdę atakują wszystko, co jest możliwe. Jest GPS Jam, taka strona, która pokazuje właśnie zakłócenia. Patrząc na mapy, no to jedynym źródłem tak daleko wysuniętym na zachód może być tylko Królewiec. Poza tym jeszcze warto zauważyć, że mamy zakłócenia nad Estonią, nad Łotwą, troszeczkę mniej nad Litwą. Dopóki wojna na Ukrainie będzie trwać, to ta tendencja będzie się utrzymywać.
Selon un récent rapport d'IBM, l'Europe a été la région du monde la plus touchée par les attaques informatiques en 2023. Le continent reste malgré tout bien protégé face à l'augmentation de ces menaces. We observed an increase in attacks against, for example, academics and NGO workers who focus on Russian geopolitics. Something to note is that Europe is very well protected. We have like different kind of legal framework that assure for the member states sharing, information sharing, and legal framework to have like the same baseline for their cybersecurity. Last year, global cybercrime damage costs were $18 million every minute. This cost, according to the estimated calculations, will increase, reaching over $10 trillion annually by 2025. Magdalena Kalarnik for Euronews from Warsaw. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter à vous, chers fidèles téléspectateurs de Numac TV+. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur MTV+.